qu'est-ce que tu fais? Enfin, c'est des fractions de secondes, mais tu fais quoi? Tu tires pas. S'il n'est pas armé, c'est pas bon. S'il est armé, s'il a une ceinture, t'es pas sûr. Il avait une veste assez ample. C'est Coé, de 15h à 20h sur Énergie. Bienvenue chez nous et bienvenue dans cette émission que l'on aime. Vous savez, c'est la dernière partie, c'est l'after. Une fois de temps en temps, nous avons des gens qui ont une incroyable histoire. C'est le cas de Lionel D. Alors déjà, nous n'avons pas le nom de famille, nous avons Lionel D. Bonjour, monsieur D. Bonjour. Bonjour, Belgique, hein, ça s'entend. On y va dans 2 jours, mais on a fait un petit avant-goût avec vous aujourd'hui qui venait nous voir. D, pourquoi? Parce que il faut pas donner le nom, c'est une question d'ennui, c'est pour la famille, c'est quoi? C'est pour le tout. Donc c'est l'anonymité pour moi personnellement, mais en première place bien évidemment pour ma famille, mes enfants et mes proches. Sécurité, oui. Voilà. Ancien membre de l'escadron spécial d'intervention, l'ESI. C'est quoi? C'est l'équivalent du GIGN, GIPN Non, c'est ça, c'est l'équivalent du GIGN. Donc on a souvent des contacts avec eux. C'est l'ancienne gendarmerie belge en fait, qui est maintenant la police fédérale. D'accord. Donc vous dites plus du tout, hein? Pardon? Vous n'y êtes plus du tout? Non, ça fait 5 ans que j'ai arrêté, j'y suis plus. D'accord. Ça fait du bien. Hein. Oui, ça soulage quand même, ça soulage. Bah oui, parce que c'est quand même... Alors, c'est des métiers durs. D'abord, avant de rentrer dans le vif et dans le dur et avant de parler terrorisme, d'abord, c'est quoi la vie d'un membre de l'escadron spécial intervention? C'est quoi? On s'entraîne plus souvent qu'on intervient finalement? Moyennement. En Belgique, je pense que les statistiques veulent quand même que... Alors, toute l'unité, parce que là, on parle de l'escadron spécial d'intervention, mais il y a une unité d'observation, la logistique, etc. Donc, on est beaucoup quand même. On fait une mission par jour, plus ou moins. Ah, quand même, oui. Oui. Ah, il y a toujours de quoi faire une mission par jour? Toujours, mais ça peut être une mission d'observation, une mission de placement technique ou autre chose. Et il n'y a pas que le terrorisme en plus. Ça peut être, voilà. Moi, j'étais au service d'intervention. Là, il faut compter qu'il y a 2 missions par semaine, plus ou moins. Comme le GIGN, plus ou moins. D'accord. Et alors là, c'est comment ça se passe? C'est vrai qu'on a toujours du mal à imaginer. On se voit avant, vous voyez avant, c'est le plan d'intervention, c'est le méchant se retranche dans tel endroit, il a éventuellement fait quoi? Il y a le négociateur. Est-ce que d'abord, cette vraie question, est-ce que c'est comme dans les films? Alors, c'est comme dans les bons films, sauf que ça dure beaucoup plus longtemps. Parce que dans un film, bien évidemment, il faut tout... condenser. Au-delà d'une heure et demie dans un film, c'est long. Ouais, voilà. Donc il faut tout condenser. Et généralement, l'émission, ça peut durer 1 heure, comme ça peut durer 3, 4, 5 jours, ça dépend. Donc, voilà. Ah, il y a déjà eu des 3, 4, 5 jours? Oui. Il y a des prises d'otages qui durent plusieurs jours. Il y a des remises de rançon, des négociations qui durent des jours et des nuits. Donc, souviens-toi, la prise d'otage à Neuilly, à l'époque où ça a duré 3 jours avec les enfants. Dans Human Bomb. Ouais. 2 jours. Ben oui, ça avait duré. T'as raison, parce que c'est vrai que quelque part, j'ai envie de dire en ce moment, on a un peu cette chance depuis quelques années. C'est vrai, depuis 2015, la dernière fois, je ne dis pas de bêtises. Oui, à peu près, oui. Voilà, depuis c'est ça, les derniers attentats terroristes, on est encore en 2015. Les derniers, non, c'est les premiers, plus ou moins. Oui, c'est les premiers. C'était quand, Charlie Hebdo? Début 2015. Donc, il y a début 2015, Charlie Hebdo. Ouais. Puis, vous avez l'hypercachère, etc. à Paris. Puis, ça se calme un peu. Ça passe en Belgique. Donc, Verviers. C'est Verviers. Donc, c'est le premier chapitre de mon livre. On va en parler dans un instant de Verviers. Parce que Verviers, il y est à ce moment-là. Il donne l'assaut d'une maison dans laquelle il y a 3 terroristes. On en parle dans un instant, d'accord? Parfait. Allez, ne bougez pas, Lionel D. Mon incroyable histoire aujourd'hui, nous avons décidé de reprendre cette séquence parce que des gens vivent parfois une incroyable histoire. Lionel, ancien membre de l'escadron spécial d'intervention, l'ESI, les unités spéciales belges. Petit truc, avant d'aller plus loin et de reparler d'affaires en détail, quand on vous voit à chaque fois intervenir à la télé, parce que finalement vous êtes très proche en matériel de l'équipe française du GIGN. C'est la même chose. C'est le même. Les vêtements, les couches de fringues, le pare-balles, l'équipement. C'est quoi en dessous? On va se faire un striptease à l'envers. Quand vous vous habillez, il y a quoi? Bon, les caleçons, je suppose. Enfin, faut ce que vous voulez. Alors ça dépend s'il fait moins 10 heures. Bien évidemment, on met encore un damar en dessous, mais sinon, c'est la salopette qui est maintenant un pantalon et un t-shirt, combat shirt. Et puis il y a ce qu'on appelle un petit gilet. Donc c'est le premier gilet. Il y a une sorte de porte-plaque qui va dessus avec des plaques en céramique et en titane, et puis tout le matériel qui va avec en fonction de ce que tu prends avec. Alors ça, c'est le matériel individuel. Il faut compter, j'exagère pas, entre 30 et 35 kilos. Oh la vache! Il faut porter 35 kilos de... Alors,
j'exagère un peu. Avec le casque balistique et ton arme, ça fait 30-35 kilos. Ah, mais quand même, oui. Alors, C'est-à-dire, quand on te dit faut courir, faut... ah oui, il faut courir, puis la mission dure très longtemps, etc. Et puis c'est sans compter les spécialités. Alors il y a des snipers, des gens qui font de l'effrac, etc. Eux, ils ont encore du matériel en plus. C'est souvent 15, 20, 25 kilos en plus. Donc t'es vite à 50 kilos. ouais. 30 kilos sur watt. Un sniper, enfin un tireur d'élite, c'est facile, 50 kilos. Il doit monter, grimper, aller se mettre. Donc c'est pour ça qu'il faut une bonne condition. Oui, parce que Vaut t'as des mieux, gens, ouais. tu les couches avec 50 kilos sur le dos, ils ne se relèvent jamais. À un moment donné, ils sont sur le dos comme La une tortue. tortue. Oui. Ah ouais, Donc, c'est ça. combien de temps d'entraînement? Qu'est-ce qu'il faut s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ils disent j'adorerais faire ça. Voilà, j'ai envie de faire ça. Ils vous voient comme des héros, hein, c'est vrai d'ailleurs. Quel cas, Je oui. veux faire ça physiquement. Voilà, on va se dire les choses tout de suite, pas être trop. Alors, c'est ce que je dis souvent aux jeunes. Je pense que, honnêtement, si tu es jeune et tu le veux vraiment, si tu as une condition physique et médicalement, tu es en ordre, tout est possible. Je te donne un programme d'entraînement et pendant 6 mois, tu t'entraînes, tu vas y arriver. Par contre, où ça devient plus compliqué, généralement, c'est ce qui se passe entre les 2 oreilles. Le mental. Ouais, le mental, le caractériel, parce que même si tu as le mental, tu n'as oui. pas le caractère. Bon, voilà. C'est toute une combinaison, succession de choses qui font... Parce qu'on parle souvent du physique, mais le physique, c'est vraiment la première barrière. C'est ce qui vient après qui est vraiment très important. Faut être solide, oui. Et c'est là qu'on filtre, et c'est là qu'il faut compter chez nous. Et je pense qu'au GI, c'est la même chose. Il y a entre 1 et 3% des candidats par an qui réussissent. Chez nous, cette année, j'ai encore des contacts. 3%. Il y a un gars qui a réussi. Mais alors, est-ce qu'il y a une épreuve dans l'entraînement ou dans le passage qui est la plus dure? Où il y a des gens qui craquent, où ils tiennent pas? Alors, il y a évidemment, enfin, ça dépend de la personnalité aussi. Il y a plein de gens qui craquent à tous les stades. Moi, ce qui m'a marqué, je pense beaucoup de collègues, mais c'est déjà bien loin dans la formation, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est épreuve aquatique, épreuve en piscine. Donc là, Ah oui, putain, j'aurais du mal, moi. on te masque, enfin, on te bande les yeux, on te menotte, on te jette dans la piscine. Et Ah oui, oui, ah bah c'est pour ça que vous avez... Non, en fait, vous avez 3% de survivants. Ah Vous oui, n'avez pas 3% de c'est ça. réussite. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu coules? On a noyé beaucoup. 35 kilos sur toi, t'imagines? Il y en avait trop cette année. Mais il y a des gens qui... Mais ne dites pas que tout le monde arrive à remonter avec le... Non. Non, il y en a qui meurent, il y en a qui meurent. Il y en a qui restent. Hein. Ils se font un peu Remonter. réanimer par après. Oui, Oh merde, ah ouais, carrément. Ouais. Et Il est fort, ça fait 1 heure qu'il est sous l'eau. Le grand bleu. Jacques Mayol. écoutez, on va les bouffer, et puis on va attendre qu'ils reviennent. Le mais trop fort pour nous. Pour l'instant, il est fort. Est-ce que l'épreuve du gilet pare-balles, est-ce qu'à un moment donné, ça se fait de se faire... Ma question va peut-être Tirer paraître dessus. idiote, Tirer mais dessus? tirer dessus pour voir ce que ça fait quand on porte un gilet. Alors, il y a un tir de confiance, c'est ce qu'on appelle un tir de confiance, effectivement. Ouais. J'aime bien le nom. Mais bon, c'est tout à fait à la fin de la formation. Je vais pas trop en parler. Non, mais je me doute que c'est pas le premier jour. Non, Bonjour. non. Eh, fais-moi confiance. Voilà, on va voir si tu... Non, voilà. Donc, c'est aussi bien pour celui qui tire, bien évidemment, que pour celui qui réceptionne. Oui, parce que je pense qu'il... C'est plus facile pour celui qui tire. Non, mais je pense qu'il faut Ouais, savoir... Pas sûr. C'est quoi? C'est pour savoir ce que ça fait de recevoir le choc d'une... Alors, honnêtement, ça fait pas grand-chose. Ah bon? C'est pour ça qu'on appelle ça un tir de confiance. Parce que c'est plutôt la confiance qu'il faut avoir dans celui qui va tirer. Généralement, c'est ton parrain, donc c'est quelqu'un qui te parraine depuis le début de ton stage. C'est plutôt ça. C'est pas comme dans les films où tu te fais tirer dessus et tu fais un bond de 3 mètres en arrière. Non, c'est pas ça. Ah bah oui qu'il y a des différences avec les films. Le 15 janvier 2015, et on aura l'occasion d'en parler dans un instant, il est à Verviers, il est avec ses hommes, il y a une maison ouvrière dans laquelle il y a 3 terroristes qui se réclament de l'État islamiste, qui se préparent à commettre un attentat. C'est ça. C'est ça. Il est déjoué à l'avance, ils sont à l'intérieur. Alors, est-ce qu'ils sont lourdement armés? Est-ce qu'ils sont équipés d'explosifs? De quoi sont-ils capables? On en parlera dans un instant tranquillement, d'accord? Super. Bougez pas, il est bien ce Lionel. Je vais te tirer dessus, on va essayer pour voir. Ah mais si, C'est pour un voir. jeu de confiance. Et confiance, vraiment. Alors là, je veux dire, il y a un livre, Chasseur de terroristes, Lionel D, aux éditions Racine. Essayez de l'avoir parce que c'est écrit comme un roman. Non mais c'est vrai, hein. C'est écrit presque à un moment donné. Tu suis les gars, t'es avec les gars. T'es dans les tracks de Salah Abdeslam, on en parlera dans un instant. Mais Verviers, 15 janvier 2015. On se resitue sur les événements. On est situé à quelle période? Alors, faut se rappeler, on est une semaine tout juste après vos attentats à Paris, c'est-à-dire Charlie Hebdo, l'hypercachère, etc. D'accord. On vous dit, il y a des terroristes
dans une maison. Globalement, c'est le renseignement, ça se recroise. C'est un peu ça. Je pense qu'au niveau fédéral chez nous, le parquet fédéral se dit ça bouge de trop. Paris, c'est à 300 km, il faut intervenir ici. Bon, cette enquête était déjà là depuis des mois. Et donc, on intervient. On intervient le 15 janvier sur... Avec un petit damar. Oui, avec un petit damar, parce qu'il faisait froid, effectivement. On intervient à 17h le soir. Pourquoi ? Parce qu'on savait, on avait mis des caméras, mais aussi des micros qui étaient mis dans le plancher de l'appartement. Je ne dévoile rien, ça a été dans la presse, donc voilà. Et là, on entendait live que les gars nous attendaient, en fait. Donc, ils se parlaient entre eux, ils disaient, si tu vois les poulets arriver, tu tires à travers la porte. De toute façon, mais ils savaient que vous allez arriver ce jour-là ? Non, alors ils savaient... La loi en Belgique dit que normalement une perquisition renforcée peut se faire entre 5h du matin et 21h le soir. Ah, même en terrorisme. Oui, maintenant la loi a changé entre-temps. Oui, mais, parce que évidemment. Il y a peut-être des moments où on peut franchir la porte. Oui, mais à l'époque, c'était pas comme ça. Ah ouais. Donc, eux se disaient, si les flics vont arriver, ils vont arriver à 5h du matin. Donc, ils nous attendaient, on entendait qu'ils mettaient leur réveil à 4h30 du matin pour nous attendre entrer dans... Donc on est intervenu le soir et en fait les gars, comme c'était des vrais djihadistes, ils revenaient de Syrie, 2 des 3 revenaient de Syrie. Ils ne sont pas laissés faire, on s'est fait arroser assez rapidement. Dans les secondes où on est intervenu, on avait un plan d'intervention assez particulier. On s'est fait arroser directement et là on a riposté. Je vais vous poser une question. Quand on voit à chaque fois... On ne voit jamais, nous, parce que quand on est spectateur de ça, on entend les bruits, il y a de la fumée, les caméras ne sont jamais là. Mais est-ce qu'à l'intérieur, quand ça arrive, quand ça se présente, quand ils tirent, vous tirez, évidemment que c'est la vie de l'un contre la vie de l'autre, mais vous voyez quelque chose où à un moment donné, j'allais dire un truc moche, mais vous tirez dans le tas. Vous arrosez au hasard. Où vous arrivez, où ça va tellement vite que même pour des gens entraînés, on ne voit rien. Non, alors tu vois quand même, le but d'arroser, il y a pas, c'est que dans les films que ça se fait, sauf si tu as une raison, c'est pour faire un pare-feu, c'est une raison tactique, mais sinon tu n'arroses pas pour arroser. C'est une première chose. Ici, c'était un peu particulier. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui ai lancé ce qu'on appelle une flashbang. Donc, c'est une grenade qui fait du bruit. Qui fait du bruit et de la lumière. Elle est tombée dans le canapé et ça a commencé à prendre feu. Donc, directement... Ah, bravo, bon tir. Bravo. On te demande un truc. Voilà, et je foire directement la mission. Donc, voilà, ça, c'est fait. Ça a commencé un peu à prendre feu. Enfin, pas feu, mais il y avait de la fumée. Il faut savoir que pour cette intervention-là, on avait demandé l'appui du GIGN français. Okay. Il y avait 2 tireurs d'élite du GIGN français qui étaient là. À un certain moment, dans le plan, dans l'idée de manœuvre, il y avait une possibilité de tirer avec une grenade, ce qu'on appelle une grenade Raphaël. C'est une grenade avec 200 grammes d'explosifs pour justement calmer un peu les ardeurs à l'intérieur. On est arrivé à ce moment-là, donc ils ont eu le go, c'est eux qui ont tiré. Et là, je ne dois pas vous raconter, quand on tire une grenade de 200 grammes dans un appartement, là, ça prend vraiment feu. Donc, en fait, tout le bâtiment a pris feu, ce qui a compliqué encore plus la chose par après. Il y en a un qui est ressorti vivant de l'appartement, donc on l'a repêché vivant et on l'a donné aux autorités comme il se doit. D'accord. Donc voilà. En gros, c'est ça. Le reste est dans le livre, évidemment, vous en saurez plus. Vous participez à la traque et à l'arrestation de Salah Abdeslam, on l'a oublié, qui a été jugé en France, mais qui était caché en Belgique. Là, on est dans quel coin ? Alors là, on est à Molenbeek, on est dans le centre de Bruxelles. Il faut savoir aussi que donc après 2015, ça se calme un peu. Il y a novembre 2015, mais là c'est la tragédie pour tout le monde, ou à Paris aussi évidemment. Et on se rend très vite compte dans les 48 heures que, les enquêteurs font bien leur boulot, et on se rend compte que la plupart des protagonistes qui étaient à Paris viennent de Bruxelles. Donc là, on est mis à pied d'œuvre pour l'unité. Tout le monde commence à se mettre en route et on n'arrête pas en fait pendant 1 an et demi, on n'arrête plus les missions, c'est mission sur mission, on tourne parfois 2-3 missions par jour, des perquisitions, des arrestations. Est-ce qu'il y a eu des perquisitions? Moi je me souviens de Mauvaises Maisons. On a écouté les infos le matin, on disait ils sont là. Ah, non, ils étaient pas là. Évidemment, parce que les enquêteurs, ils doivent faire des recoupements, ils doivent alors au début. C'est rapide, oui. Je ne veux pas dire que c'est du toucher-couler, mais ils ont tellement de. Alors, on parle tout le temps d'Abdeslam, mais il y avait quand même tout un réseau avec des dizaines et des dizaines de gars qui tournaient là autour.
Et ils se sont tous fait plus ou moins arrêter l'un ou l'autre. Bon, ils relâchaient peut-être par après, mais donc ces perquisitions se sont faites. Et c'est sûr que parfois c'était un coup dans l'eau. Mais Lui, il est dans une maison, on est à Molenbeek. Vous Ouais. y êtes personnellement? oui, moi j'y suis. Oui. D'accord. Il en sort vivant. La preuve, il a eu son procès il n'y a pas longtemps. C'est quoi la clé pour en sortir vivant? C'est qu'il se rende, Alors là, donc il faut savoir que entre les attentats et le jour où on le chope, il se passe encore plein de choses. C'est vraiment une traque. Il se passe 4 mois. Et je vous le dis, dans le livre, parce qu'on va pas faire c'est un pavé, hein, Combien de pages c'est écrit petit. 300. Oh là, on est sur du 325, mais écrit petit. Mais c'est raconté vraiment, c'est pas romancé. chiant une seconde. C'est vraiment raconté au jour le jour, comme vous attendez pas à lire un truc technique. C'est comme vous êtes dedans, quoi. Vous suivez une enquête, vous suivez l'action, vous êtes dedans, sauf que tout est vrai. C'est la vraie différence. Et ici, en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il est planqué là. Il s'est planqué. Enfin, il a tourné à Bruxelles pendant 4 mois. Finalement, il est traqué. Il est là dans cette maison. C'est une maison d'une personne de sa famille, je pense sa tante ou son oncle. Et on va le choper là. Alors lui, il faut bien se dire qu'il est traqué comme une bête blessée. Oui. Il a plus rien à perdre. Enfin, c'est ce qu'on se dit. Nous, on se dit aussi qu'il a peut-être encore une ceinture, Bah oui. des grenades ou n'importe quoi. Et pour faire court de nouveau, c'est bien expliqué dans le livre, mais quand on le fait sortir, donc on confine tout le périmètre, on fait un périmètre, on le fait sortir, il joue au con. Il joue vraiment au con. Donc c'est-à-dire le collègue qui est numéro 1, donc moi je suis pas en fond de rue, mais le collègue qui est numéro 1, il le dit. Donc il voit d'abord une ombre, il a sa casquette et un capuchon sur la tête. Mon collègue donne des injonctions, il lui dit de se tourner, il veut pas se tourner parce que nous on doit le reconnaître évidemment. Oui. Et puis il veut pas lever les bras. Ok. Donc là il recule, puis à un certain moment il se tourne quand même, il avance vers mon collègue mais sans lever les bras. Alors là c'est Ça peut être dangereux, ouais. c'est nouveau toute la difficulté. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, c'est des fractions de secondes, mais tu fais quoi? Tu tires pas. S'il n'est pas armé, c'est pas bon. S'il est armé, s'il a une ceinture, t'es pas sûr. Il avait une veste assez ample. Donc là, ils le font. Finalement, il lève quand même ses bras, il sort, et quand il est sur le pas de la porte, c'est les images qui ont fait même la une de CNN. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. En fait, il part vers la droite, donc il s'en court. Mais bon, il y avait un périmètre. On était 40 autour, plus un périmètre de la police locale. On était 200 flics autour, donc c'est impossible. Et là, il y a on ne sait pas très bien, ou bien un tireur d'élite, ou bien le numéro 1 qui lui tire, il tire à 2, et il y a une des 2 balles qui le touche dans sa jambe, enfin dans le mollet. Donc là, on le voit tomber, c'est ce qu'on voit à la télé, et il est légèrement blessé. Si vous voulez en savoir plus, chasseur de terroristes, les unités spéciales et la traque d'Abdeslam, c'est tout détaillé. Bravo Lionel, merci d'être venu. Un dernier mot, parce que c'est un truc important, et on fait 2 secondes là-dessus, parce que la famille, il y a des enfants, il y a madame. Quand on fait ce métier, ils disent quoi? Il y en a peut-être qui nous écoutent, plein de flics là qui nous écoutent, des GIGN, etc., des gens qui vont bosser, qui vont faire ce métier, et la famille. C'est compliqué. Alors j'en parle pas trop parce que je veux un peu les protéger, les préserver, mais j'ai une femme fantastique qui est bien sûr à 200% là derrière. On est ensemble depuis plus que 20 ans, donc elle oui, parce que quand elle voit les infos et qu'elle sait que tu y es... Elle va avoir peur, ouais. Ouais, mais ça va. Elle gère. Et les gosses, ils gèrent aussi. Eh ben bravo, ouais, bravo. Restez avec nous, vous allez voir notre belle histoire encore jusqu'à 20h.